L'en-ville, parfois, se transforme en mirage, quand les perspectives ne sont pas nettes, lorsque la densité des murs part en vrille. Détour à gauche, glissade sur le bord du bloc, un tour en trompe-l'œil dans le grillage d'une conduite. Moon relève le bout de son nez. Ça la pique jusque dans les phalanges et sous ses yeux. Une traverse peinte de bleu se fige. Ça, c'est du manège, un Walto. On le voit sans le voir, au cœur même de l'en-ville. On ne le voit pas, mais il est bien là. Le quartier secret et sa porte d'entrée qui se déplace si l'on veut à chaque horizon. Bonsoir les Itata et bienvenue dans votre émission littéraire. Il est auteur, scénariste et c'est l'une des figures montantes de la scène littéraire antillaise. Il s'est fait connaître par le grand public par son premier roman, Moi, Peter Pan, en 2017. Il est le créateur et le réalisateur d'une chaîne de vulgarisation littéraire, la Brigade du Livre, qui rassemble 35 000 abonnés sur YouTube. Et vous allez faire sa connaissance ou... Non, je pense que vous le connaissez déjà. Bonsoir Michael Roch. Salut. Alors, vous publiez L'en-ville emmêlée aux éditions La Volte, qui est un recueil de nouvelles de science-fiction qui font de la Caraïbe une grande mégalopole où se côtoient des personnages hauts en couleur sur fond de lutte anticoloniale. L'en-ville emmêlée. Le titre peut intriguer, subjuguer peut-être aussi. Vous avez voulu dire quoi avec ce titre? Il y a deux choses dans ce titre. Il y a ce nom de l'en-ville, qui est le nom que je prête à cette mégalopole qui recouvre l'arc caribéen, qui fait référence à des codes que l'on a acquis par le genre du cyberpunk, de la science-fiction, qui allie la cybernétique, la technologie et puis la dystopie, avec quelque chose qui provient directement de notre belle Martinique, qui est le centre-ville, finalement, Foyal, là où le monde fait société, selon Dominique Aurélia. Dans l'en-ville emmêlée, c'est là où le monde fait monde, finalement, là où le monde se retrouve dans la Caraïbe et s'en mêle, voilà, sans chevêtre, D'accord. à la manière d'un tableau d'Artembé ou de Racine de Palétuvier. Voilà, c'est vraiment cet emmêlement-là des langues, des voix, des personnages, des histoires que je suis allé chercher dans ce texte. Alors, vous avez évoqué plusieurs mots, la dystopie, la cybernétique. Et effectivement, votre recueil, vos nouvelles sont ancrées, pas dans le présent, mais dans le futur. Pourquoi cette envie d'ancrer nos histoires caribéennes dans le futur? Il fallait nous trouver une place pour pouvoir s'imaginer dans ce futur-là. C'était quelque chose, je l'avais remarqué, qui n'avait pas vraiment été exploité dans l'héritage de la littérature antillaise que nous ont laissé nos prédécesseurs et prédécesseuses. Et pourtant, si on veut grandir, si on veut construire une société sur nos îles, il faut pouvoir s'interroger sur justement ce qui se passe après. Après quoi, je ne sais pas, après tout ça, finalement, après plein de choses, et avec justement ces avènements qu'on pourrait appeler des catastrophes, en fait, des choses qui nous submergent, qui nous viennent d'ailleurs, contre lesquelles on ne peut pas forcément lutter. L'arrivée d'Internet, l'arrivée des intelligences artificielles, les géopolitiques qui sont beaucoup plus grosses que nous. Tout ça, ça nous contraint quelque part.
Et ce que je suis allé interroger là-dedans, c'est justement comment on peut sortir de ces contraintes-là, et quelles sont les forces que l'on a déjà acquises sur ce territoire-là pour sortir de la contrainte. Alors, du coup, votre ouvrage relève de l'afrofuturisme. Oui. La différence avec peut-être un futurisme américain ou un africano-futurisme, c'est le fait que ce soit basé dans la Caraïbe. C'est la différence essentielle ou est-ce qu'il y en a d'autres? Alors le mien, effectivement, d'afrofuturisme est centré sur la Caraïbe. Ce sont des histoires afrocentrées qui manquent à la littérature générale, qui essayent à la fois de proposer, de rééquilibrer les expériences de vie dans la littérature, et puis de guérir aussi les visions, les imaginaires qui ont été développés par d'autres sur nous. Donc voilà, proposer des visions futuristes qui proviennent de nous et qui nous concernent directement. Et donc cet afrofuturisme-là, caribéen, même s'il est afrocentré, il tient compte de la multiplicité des cultures et des identités qui se sont rencontrées ici dans la Caraïbe. Est-ce à dire que nous, îles caribéennes, du fait de notre insularité, du fait de notre particularité géographique, avons peut-être un petit peu de mal à nous projeter un petit peu avant notre échange. Vous me disiez que parfois il est difficile pour nous Caribéens de nous projeter dans le futur à plus d'un, 2 ans. Est-ce que l'idée c'est de combattre le mal aussi en essayant de se projeter au maximum et dans un ailleurs, dans un espace, dans un temps qu'on ne peut même pas s'imaginer aujourd'hui? Oui, c'est quelque chose que j'ai observé dans les nombreux ateliers d'écriture que je mène dans la vie civile, ici en Martinique notamment, en Guadeloupe aussi. Cette difficulté qu'ont les jeunes aujourd'hui à effectivement se projeter à des horizons qui dépassent 2 ans, qui dépassent 5 ans. Et donc, toute la proposition de cette science-fiction, c'est finalement de pouvoir nourrir ces imaginaires-là. Des imaginaires qui n'ont pas encore été réellement nourris par la littérature ici, ou par d'autres médiums. Je pense au cinéma, je pense à la musique, le théâtre aussi. Et ça arrive sur le devant de la scène. Je ne suis pas tout seul, heureusement. Mais voilà, nourrir cet imaginaire-là permet effectivement de se projeter dans d'autres choses, d'autres visions qui sont moins mortifères que ce que le monde nous offre finalement. Ça nous permet de retrouver une certaine agentivité, un empuissantement. Qu'est-ce que l'on est capable de faire? Ça passe d'abord par la manière dont on peut s'imaginer dans le futur. En fait, vous contournez le réel Ouais. d'ici et du maintenant Ouais. pour aller justement chercher du pouvoir, chercher des possibilités en tout cas dans un ailleurs Oui. plus loin. Oui. C'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Et du coup, alors, vos nouvelles sont afrocentrées, caraïbo-centrées, j'ai envie de dire aussi. Est-ce que pour vous, la Caraïbe, c'est le centre, devrait peut-être être le centre de notre monde, de nos imaginaires? Oui. Alors, oui, virgule. Ah, Oui, intéressant. virgule. Oui, virgule, parce qu'effectivement, ce qui se passe dans la Caraïbe, cet emmêlement du monde, on le retrouve par ailleurs. On le retrouve dans d'autres régions du monde. Et ce sont des lieux où justement l'emmêlement des cultures peut parfois être mal perçu, parce qu'ils se retrouvent en fait dans des enclaves d'identités qui sont déjà complètement figées. Alors quand vous dites l'emmêlement des cultures, Ouais. c'est-à-dire le mélange avec d'autres? Ouais. Ok. Le mélange avec d'autres et leur transformation aussi. C'est-à-dire que finalement, cette transformation amène à l'émergence d'une culture qui est propre, qui est propre à elle-même. Édouard Glissant parlerait de créolisation, c'est le bon mot pour ça. Effectivement, la science-fiction permet de
faire descendre ces visions philosophiques dans un en commun, dans quelque chose de plus accessible à tous et à toutes. Plus palpable peut-être aussi. Aussi plus tangible, peut-être dans l'image, effectivement. Ouais. Alors, le créole, qui parsème vraiment toutes les nouvelles, qui est là de manière lancinante, de manière vraiment presque hyperactive, j'ai envie de dire, et que vous utilisez de façon très décomplexée, assumée, avec le français, et qui nous renvoie du coup à notre caribéanité, qui nous renvoie à notre quotidien. Est-ce que c'est une façon pour vous et d'ailleurs, vous utilisez des créoles qui sont mélangés. Oui. Vous créez presque une nouvelle langue. Parfois, oui, puisqu'on se déplace dans le futur, donc il y a toujours effectivement une déformation de la langue d'origine. Des évolutions. C'est une façon aussi d'encore plus, malgré ce déplacement dans l'espace-temps, d'ancrer les choses avec nous-mêmes, antillais, caribéens. Oui, parce que l'imaginaire qui est développé là, il est en dehors de l'Occident. Et il doit nous correspondre au mieux possible. C'est ce souci de juste représentation des choses. L'Envie l'emmêlée, c'est pas un texte qui va aller chercher la diversité pour la diversité. C'est un texte qui va aller chercher la représentation des personnes qui vivent sur ce territoire-là, de la Caraïbe. Et donc, faire l'usage de ces créoles, puisqu'on retrouve le créole martiniquais, on retrouve le guadeloupéen, on retrouve du créole haïtien aussi, et même du créole de Louisiane, même du créole des Bahamas, donc du coup de base anglaise, qui viennent justement un petit peu perturber notre approche de la littérature. Même pour des créolophones ici. Tout à fait. C'est pas si commun. Hein. Non, c'est pas commun, effectivement. Pour moi, ça fait partie de ce jeu de la langue que nous permet la littérature. De venir travailler nos langues maternelles jusqu'à ce qu'on perde un petit peu pied. Et puis d'ailleurs, alors c'est quelque chose qui m'a beaucoup, parce que j'avoue que c'est un style que je découvre avec votre œuvre, que je ne connaissais pas avant, et dans lequel je me suis immergée avec beaucoup de plaisir. Parfois un peu de, comment dire, décontenancement, j'avoue, mais c'est très agréable parce qu'en fait, on parle comme ça dans la vie. On mélange le français, le créole, quand on écoute des conversations autour de nous ici, aux Antilles, dans la Caraïbe, c'est comme ça qu'on fait, en vrai. Oui. Et on parle de français et de créole jusque-là, mais dans l'Envie l'emmêlée, il y a aussi la présence du cubano, il y a de l'anglais, il y a toutes les langues qui sont présentes sur ce territoire caribéen qui viennent se jouer les unes avec les autres. C'est vraiment ce souci de représenter la réalité telle qu'on la vit aujourd'hui et de la transporter vers des futurs possibles. J'aimerais qu'on vienne sur votre nouvelle inaugurale dans l'Envie l'emmêlée, qui est assez violente. Je me suis interrogée, et du coup je profite de l'occasion que vous soyez sur le plateau pour vous interroger, sur ce que ça voulait dire d'ouvrir comme ça votre ouvrage, votre recueil de nouvelles, sur des scènes quand même assez costauds. Et je me suis demandé, parce que vous êtes sur fond de lutte anticoloniale, etc., ça correspond aussi peut-être à la violence coloniale ou pas du tout et je me trompe? Non, mais complètement. Ok. Complètement. Cette première nouvelle, on peut en parler un peu plus en détail, qui s'appelle « Aux portes de l'Enville », c'est avant d'entrer dans l'Enville, justement. Elle est du point de vue de deux personnages qui n'ont jamais rien connu de l'Enville et qui cherchent justement à, pour l'un, coloniser cette contrée, ce lieu, et pour l'autre, découvrir ce même lieu. Et on est effectivement dans ce contexte colonial, post-colonial,
où nos personnages, pour illustrer ce propos-là, se prennent en pleine face à la fois le rejet de Lanville, à la fois l'impossibilité d'aller jusqu'au bout, et puis la violence que eux-mêmes diffusent par leur simple existence, finalement, dans ce trajet sur l'océan Atlantique. Et alors, ce recueil, et comme je le disais tout à l'heure, sur fond de lutte anticoloniale, c'est important pour vous cet aspect-là, c'est-à-dire décoloniser la langue, Ouais. décoloniser les espaces, décoloniser les lieux. C'est une sorte de reprise du pouvoir en quelque sorte. Alors, il y a de ça, effectivement. Cette décolonisation, cette déconstruction du récit, du code du récit, cette déconstruction du français, aussi du rapport à la langue française, c'est quelque chose de profondément marron, finalement. Et le marronnage, je pense que c'est la bonne réponse à toute tentative de sortie d'un système qui nous contraint trop, de sortie d'une dystopie. C'est pour ça que je parle de ces textes en faisant mention de textes contre-dystopiques, c'est-à-dire qu'on échappe finalement à des ordres trop figés pour aller atteindre une certaine liberté, une certaine plasticité du propos, des thématiques et des formes. Alors, du coup, la dystopie, petit rappel, déjà pour moi-même, pour que je sois sûre de bien tout comprendre. L'utopie, c'est quand vraiment on imagine un monde merveilleux. La dystopie, c'est l'inverse. Et la contre-dystopie, du coup. C'est un univers dans lequel, effectivement, qui nous paraît être un système de contraintes, mais dans lequel les personnages peuvent se remettre sur des chemins idéaux, sur le chemin de leur vision du bonheur, chose qui est impossible dans un système dystopique. Le système dystopique fait en sorte de nous laisser, même si on tente, il nous laisse plus bas que terre à chaque fois. Donc en fait, ils reprennent le pouvoir, on est d'accord. Ils ont cette prise sur leur destin. Oui, exactement. Donc vous nous emmenez, alors comment dire, vous nous emmenez à travers vos nouvelles dans une possibilité de reprise de pouvoir sur nos destins, en tout cas vos personnages. Et reprise de pouvoir sur notre futur, finalement. Parce que ce futur est imaginé, et il n'est plus imaginé par les autres, mais bien par les personnages qui vivent ici. Et si on fait une petite comparaison, on peut, en se projetant, se dire que ça peut aussi être valable, même si nous sommes dans de la fiction, bien sûr, dans de l'afrofuturisme, voilà, on l'a dit, mais on peut aussi se dire, pourquoi pas, surtout pour la jeunesse dont vous parliez, et même les moins jeunes aussi, voilà. C'est possible, en fait. Oui. C'est-à-dire que ce qui nous paraissait jusque-là impossible, et c'est la merveille de la littérature, peut sembler possible. On peut le faire. C'est ça. Quelle vision a-t-on d'un avenir qui nous soit désirable, qui nous soit meilleur, et comment on peut y accéder, finalement, sortir de celui dans lequel on étouffe pour aller vers quelque chose de mieux. Écoutez, vraiment, c'est un voyage, intéressant et en plus un peu philosophique. Oui, clairement. Philosophique et poétique. Voilà. Aussi. La poésie dans le texte, je pense, dans ces textes-là, ne vous aura pas échappé. C'est vraiment relier tous les champs de narration possibles, finalement. Toutes les manières de raconter et de travailler la parole. Eh bien, écoutez, Michaël Roch, merci beaucoup. On va passer à une partie de l'émission que j'aime beaucoup. C'est la rubrique Tac au tac. Ok.
Alors, nous voilà de retour au plateau. Le principe de la rubrique Tac au Tac, c'est quelques questions que je vais vous poser. Et l'idée, c'est de répondre vraiment de manière très spontanée, sans y réfléchir, comme ça vous vient. Ok, OK? allons-y. Alors, où vous voyez-vous dans 20 ans? 20 ans. 20 ans, oui, moi je suis dans l'afrofuturisme à fond, du coup. J'y ai pris goût. Sûrement très proche de la retraite. Si possible, au fond d'un hamac, du coup. Ah, du coup. Ouais. Le personnage de L'Envie l'emmêlée qui vous ressemblerait le plus? Oh, ça, c'est une bonne question. Euh, je pense que je suis à peu près dans tous et dans toutes les personnages de ce texte. Je dirais un mix entre Moon, qui a été cité au tout début dans l'extrait que vous avez lu, et puis Kamar. Ok, peut-être un nouveau personnage à venir, on ne sait pas. Aussi, oui. Le morceau de musique sur lequel vous aimez danser? Ah. Là, c'est la colle. Ouais. Je dirais, parce que j'ai dansé dessus très récemment encore, Blaze Up the Fire de Major Lazer. Ok. Votre œuvre de science-fiction préférée? Interstellar, le film. Ok. Alors, amour ou humour? Choisissez. Plutôt humour. Rap ou pop? Rap. Booba ou Damso? Colle aussi, non? Oui, parce que du coup, c'est presque Kif Kif Bourrico, non? Damso. Rhum ou bière? Rome. Tinder ou Uber? Tinder ou Uber? Uber. Quoique les deux peuvent être liés. Mais... Oui, non, c'est clair. Non, moi je prends le taxi. Je favorise pas l'exploitation des chauffeurs hommes. Uber. Ok. La personnalité que vous aimeriez rencontrer? Ah, Kalash. Ni Booba, ni Damso. Local, caribéen. Exact. Et enfin, votre pire cauchemar. On termine là-dessus. Mon pire cauchemar, me noyer. Bon, au moins c'était rapide la réponse. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. Et puis les Itata, on s'en va. Qui fait notre livre? Bonjour, je m'appelle Laura, j'ai 18 ans et aujourd'hui c'est à moi de vous proposer un livre que je vous conseillerais de lire. Donc aujourd'hui je vais vous parler de Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. C'est une auteure française et son livre raconte l'histoire de Émile, un jeune homme de 26 ans qui est atteint d'un Alzheimer précoce et donc à qui il ne reste pas beaucoup de temps à vivre. Il décide donc de s'affranchir des soins médicaux qu'on lui a prescrits et de partir en road trip pour vivre la vie qu'il a toujours voulu en compagnie d'une totale inconnue. Donc c'est assez surprenant comme histoire. Donc au fur et à mesure de l'histoire, on va découvrir un peu plus la vie, le passé des personnages, leur personnalité. C'est une histoire assez surprenante, touchante. Et l'auteur a une plume très légère, donc l'atmosphère est quand même dans l'ensemble assez agréable, malgré le fait que ça aborde un sujet compliqué à la lecture. Et les personnages sont très intéressants et très détaillés concernant leur personnalité, donc ça c'est super intéressant aussi. Et c'est pour ça que je vous conseillerais ce livre. Au revoir! Merci à toi, Laura. Une réaction, Michael? Je suis toujours très enjaillé par le fait que des jeunes s'intéressent à la lecture. C'est une question qu'on me pose très souvent. Pourquoi les jeunes, à votre avis, ne lisent plus aujourd'hui? J'ai vraiment pas cette impression. Voilà. Mais même si je suis pas étonné, mais ça me procure toujours une certaine joie de voir des personnes plus jeunes que moi
voilà, partager cette passion du livre, comme moi je l'ai eu quand j'ai lancé ma chaîne YouTube finalement. Euh, euh, ouais, voilà, j'ai l'impression que, ouais, comme si la famille s'agrandissait, quoi. Oui, on vous sent très touché. Mm. Nous arrivons au terme de cette émission et j'aimerais vous demander quel est votre coup de cœur du moment. On va terminer sur cette note-là. Ça peut être évidemment littéraire, bien sûr, mais musical. On parlait de musique tout à l'heure. Comme bon vous semblera. Mon coup de cœur du moment, c'est le roman de Ray Neller. C'est son premier roman qui s'intitule La montagne sous la mer. Pardon, La montagne dans la mer. Ah, Il y a ok. une différence. Et c'est une œuvre qui aborde des questionnements sur qu'est-ce qui fait notre humanité. Est-ce que notre humanité est enfermée dans notre conscience et est-ce qu'au fond des mers, il n'y a pas d'autres créatures qui peuvent développer des consciences similaires aux nôtres? Vous restez Voilà. fidèle à vos premiers amours, du coup. Oui, Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Merci d'être venu sur le plateau d'Au gré des pages. merci beaucoup. Et puis, ben, j'espère à très bientôt. Mhm. Quant à vous, les Itata, merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt.